Bienvenue sur mon podcast Je me suis trouvée, je m'appelle Ainoa et aujourd'hui j'enregistre un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec Louise Tocqueville. Je suis hyper contente de la recevoir sur mon canapé. Louise, elle est sexothérapeute, elle est thérapeute de couple, voilà, et elle est aussi hôte du podcast La Minute Sexe. Ouais. Louise, on m'a beaucoup parlé d'elle. C'est vrai que je cherchais une sexothérapeute à Bordeaux et son prénom est revenu plein de fois. On m'a dit Louise Tocqueville, faut que tu l'interviewes. C'est le seul prénom qu'on m'a cité. Je me suis dit, ok, go, il y a un truc à faire. Je remercie déjà toutes les petites personnes. C'est très gentil de m'avoir conseillé. Et moi, je suis ravie d'être là aussi. Ça faisait longtemps qu'on m'avait pas j'avais pas échangé les rôles, donc on vienne aussi m'interviewer. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc merci, je suis très contente. Avec plaisir. Alors, comment est-ce que tu voudrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Qui me connaissent pas, avant de dire ce que je fais, déjà, je suis quelqu'un qui est passionné par la vie vraiment. Enfin, je suis très curieuse. J'aime beaucoup les relations humaines. J'aime beaucoup les projets. J'aime l'action. Enfin, j'aime le mouvement. En fait, j'aime la vie, tout simplement, et tout ce que ça englobe. Et sinon, du coup, de tout ça, justement, a découlé de sur mon métier. Aujourd'hui, je suis sexothérapeute, thérapeute de couple. Donc j'accompagne toutes les personnes désirantes, voilà, qui s'interrogent aussi, qui rencontrent aussi des blocages, des problèmes sur leur intimité. Je suis aussi créatrice, comme tu l'as dit, du podcast La Minute Sexe. Et puis c'est aussi, j'accompagne dans des ateliers, dans des formations, dans des aussi retraites de yoga, voilà, où je fais un peu plus là de la formation, de la pédagogie. Je travaille aussi beaucoup dans le milieu associatif. Voilà, le collectif, l'humain, le ensemble, voilà, le mouvement, le nombre, tout ça, ça me plaît énormément. Comprendre, réfléchir, partager. Voilà, c'est vraiment des valeurs et c'est surtout des choses qui composent ma vie et ça me rend, en vrai, c'est ce qui me rend heureuse, je crois. Ouais, et ça se sent, elle a une énergie, ça sent que t'aimes ce que tu fais, en fait. Ouais. Tu le transpires dans tes Ouais. cellules, ça sent. Je pense qu'on peut appeler ça un métier passion, mais en ce qui me concerne, enfin, c'est au-delà d'une passion. Parce que justement, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, je souffrais un peu du fait, mais en fait, moi, j'aime tout. Et pourquoi t'as pas une passion? Tu vois, moi, c'était vraiment tout me passionnait. Et en fait, je le vois même pas comme une passion, je le vois comme une sorte de mission, une vocation. Je le vois un peu comme un chemin. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé et qui me guide. C'est un peu comme un cheval de Troie. Voilà, ça regroupe beaucoup de choses, mon métier. Donc c'est même au-delà de la passion. C'est que, je sais pas, j'ai une sorte de mission et j'y trouve du sens, en fait, dans ce que je fais. Et ça fait sens et voilà. Donc c'est au-delà de la passion, c'est un truc qui est en moi, quoi. Enfin, je sais pas c'est assez difficile de le définir même. Ouais. Comment tu t'es dit, je vais devenir sexothérapeute? C'est quoi ton histoire? Alors, ça n'a pas été aussi clair que ça. Je suis passée par tout un cheminement. Déjà, le métier de sexothérapeute, en fait, parce que moi j'ai 35 ans, il n'existait pas. Donc déjà, faut imaginer, ça n'existait pas dans l'inconscient, dans la société, etc. Donc je l'avais pas en tête. En revanche, très tôt, donc comme je disais, moi j'aimais, je me posais plein de questions, etc. Et c'est vrai que les questions autour de l'humain m'intéressaient, c'est-à-dire mais pourquoi on fonctionne comme ça, pourquoi le comportement, etc., etc. Et donc ce qui s'apparentait un petit peu à ce métier, c'est-à-dire comprendre le comportement un petit peu des gens et tout, c'était psychologue. Donc déjà ça va faire un petit peu entonnoir en me disant j'ai envie de comprendre et en même temps j'ai envie d'aider. Je suis passée aussi par faire du bénévolat, etc. Mais j'étais oui, d'accord, mais bon, faut peut-être que je vive aussi, etc. Ouais. Et donc, ça s'est fait petit à petit, mais je suis passée par plein de choses. Enfin, vraiment, je me suis aussi cherchée. Je me suis aussi, j'ai eu plein d'expériences professionnelles. Je suis passée par aussi différentes études. J'ai un BTS MUC des management des commerciales. Enfin, je suis passée par plein de choses, mais qui a étayé et qui m'a construite aussi, au final aussi, tu vois, qui a fait de moi ce que je suis, quoi. Et puis des rencontres, etc. Mais c'est vrai que très tôt, et ça m'avait marqué. Ma mère, sage-femme, sensible aussi à plein de choses, et je sais qu'elle m'a transmise beaucoup de choses et qui je suis aussi aujourd'hui, surtout le rapport au corps, etc. Elle est sage-femme, elle a un rapport très, voilà, aussi holistique et tout, donc elle m'a sensibilisée aussi à des choses. Je me souviens, on est allé voir L'amant de Lady Chatterley, qui est un film d'auteur. Enfin,
pour l'âge et pour l'époque, enfin, c'était dingue. Hein. Ouais, C'est c'était des en scènes, avance. voilà, c'est des scènes d'amour, c'est des scènes d'amants, etc. Et voilà, la sexualité, enfin tout ça bercé assez tôt. Et c'est surtout que je me souviens quand je suis rentrée dans ma vie sexuelle et affective. Donc, faut remettre dans le contexte aussi. Il y avait pas Instagram, il y avait pas autant la possibilité de recherche, etc. Donc, en fait, les questions qu'on se posait, parce qu'on s'en pose tous, bah, on n'avait pas la facilité de trouver. Et donc, du coup, moi, quand je disais, mais en fait, quand on a des questions sur nos sexualités, sur une multitude de choses, qui on va voir comme spécialiste? On va voir un dentiste pour les dents, on va voir, voilà, différents professionnels, mais notre intimité, enfin, alors que voilà, c'est des questions, en plus, quand on rentre dans nos vies affectives et sexuelles, bah, on en a plein. Et c'est peut-être pas vers les parents qu'on a envie de se tourner. Nos amis, bah, ils sont pas forcément professionnels, ils peuvent nous aider, etc. Mais voilà. Et donc, ma mère, je me souviens, ça l'avait marqué, ce qu'elle m'avait dit assez tôt et jeune. T'avais quand même cette conscience de, mais qui on va voir, à qui on peut en parler, où on peut se renseigner, etc. Ouais. Et donc, ce qui mettait quand même en lumière le fait que j'avais quand même identifié que notre intimité, notre sexualité, ça faisait partie intégrante de nous. Et que, en plus, ce sujet-là, moi, il m'intéressait. Je ressentais pas quelque chose. Enfin, c'est-à-dire que j'avais envie de comprendre qu'est-ce qui s'y passait derrière. C'était pas quelque chose qui est là et je sais pas et je verrai. Je mettais de la conscience déjà. Et ça veut dire que tu en parlais librement avec ta mère à l'époque? Parce que je sais que dans ma famille, dans la mienne, par exemple, on n'a jamais parlé de sexualité, tu vois? Et c'est intéressant ce que tu dis. Et je Euh, pense que dans beaucoup de familles, Tout à fait. Alors c'est non, j'en parlais pas librement. Et ça, c'est plus mais aussi tu mon. t'exprimais par Euh, rapport à ton souhait, à ton désir de connaître un peu plus, tout ça? Ouais, voilà. En fait, on n'en parlait pas librement. En revanche, j'ai eu une éducation où vraiment, justement, c'était assez subtil, c'est-à-dire qu'il y avait cette confiance. Si tu veux venir en parler, tu peux. Si tu veux pas, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai souvenir qu'on avait un rapport. Il y avait un rapport à nos corps, etc., qui était très conscient. Ouais, j'avais déjà une conscience de même du plaisir, etc. Donc, c'était pas tabou, c'était pas malsain. Il y avait quelque chose où c'était, ouais, il y avait une conscience. C'est une bonne question et ça, c'est vrai que j'y ai pas encore trop réfléchi. Pourquoi? Mais je sais que mon éducation, l'influence aussi de tout, a joué aussi forcément. Mmh. Mais c'est vrai que ça avait enfin, j'avais une sorte de conscience là-dessus. Après, c'est aussi que je me suis rendu compte assez, jeune, quand pareil, on rentrait un petit peu dans nos sexualités, que avec mes amis, déjà, on en parlait tout le temps, voire enfin, quasi tout le temps. Enfin, c'est des sujets, au final, on y revient et c'est surtout que, souvent, on venait m'en parler. C'est-à-dire que souvent, c'était: «Ah bah, Louise, c'est trop cool avec toi, on sent qu'on n'est pas jugé. Ah mais ça» donc c'est vrai que assez jeune, je me suis rendu compte que les personnes venaient me parler, leurs problèmes ou non, mais qu'il y avait, vraiment, je me souviens que ça ressortait, c'était: «Ah, c'est trop cool avec toi, Louise, on peut parler de tout». Ouais. Il y avait vraiment cette chose de non-jugement et qui est, tu vois, qui est acquis ou pas, en fait, mais il y avait cette chose-là. Donc ça, là, c'est un petit peu le côté thérapeute, je pense, qui commençait à se dessiner. Tu avais en toi. Ouais, voilà, je pense, une sorte d'appétence. Et après, c'est vrai où je trouve ça hyper intéressant, sans que ce soit du voyeurisme, c'est-à-dire: «Ah ouais?» Puis je commençais à faire un peu des liens, mais en fait, on est là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, donc mais ça, c'était dans mon cheminement, personnel, c'est-à-dire que je prenais pas d'écrit ni rien parce que ça semblait encore très loin. Ouais, même pas dans l'ordre du métier, quoi. Et puis, bah, j'ai fait ma vie, il s'est passé plein de choses, forcément, j'ai aussi des relations, j'ai eu, des rencontres, j'ai fait une multitude de choses et si on prend le métier, j'ai fait une multitude de choses qui m'ont vraiment, à un moment, amenée, où j'ai eu une sorte de petite crise existentielle où je me suis dit: «Ça a pas de sens ce que je fais» et en fait, moi, je suis C'était quand à peu près cette crise? oh, elle a été un petit peu, sous-jacente, un petit peu toute ma vie, quoi. Moi, j'ai pas fait de grosses crises d'ado, mais en tout cas, voilà, je sentais que je me cherchais et en tout cas, il y a un truc en moi. Je me souviens, je partais voyager, je disais: «Mais c'est quoi mon problème? Pourquoi je prends pas une filière? Pourquoi je fais ça subir à mes parents? Mais moi, j'ai besoin de tout voir, tout faire, j'ai envie de» ben, à chaque fois, les gens me disent: «Mais tu me bouffes la vie, quoi». J'avais besoin de comprendre et moi, c'est sur le terrain que je comprends, quoi. Donc en fait, voilà, donc petit à petit, je dirais à 28 ans où là, je suis en effet partie à l'étranger et quand je suis revenue, je me suis dit: «OK, bah, je vais reprendre mes études et je vais faire une fac de psycho». Ouais. Parce que là, OK, psychologue,
j'accompagne, j'aide, ça ressemble, quoi. Et donc, j'ai repris mes études. Et souvent, les voyages, petite parenthèse, ça aide à se reconnecter. Moi, ça m'a beaucoup aidé à avoir de nouvelles idées, à voir les choses beaucoup plus sous un autre angle, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et l'expérience. Et en fait, je pense que ce métier-là aussi, je n'aurais jamais pu le faire avant. Enfin, ça demande une maturité d'âme, une maturité. Je dis pas qu'aujourd'hui, ça l'est entièrement. Mais en fait, oui, en effet, ça résulte de beaucoup de choses, quoi. C'est pas qu'un métier, c'est soi aussi. Donc, tu vois, c'est ça l'entre-deux. Ce n'est pas qu'un métier, c'est nous. Donc, il y a beaucoup de nous dedans, quoi. Et je sais qu'à une certaine époque, à un moment de ma vie, enfin, non, c'était pas ça. Et de toute façon, la vie est très bien faite. Enfin, tout arrive quand ça doit arriver. Enfin, en tout cas, moi, je le pense sincèrement. Donc, fac de psycho. Et... Voilà, et après, donc là, c'est là aussi, parce que moi, forcément, je suis passée par les petites portes, parce que moi, j'ai un parcours atypique, parce que je suis un rond, je rentre pas dans les carrés. Et donc, en fait, de ma curiosité, etc., j'ai commencé un peu à me renseigner, à savoir ce qui se passait. Puis, il faut savoir que la société évoluait aussi. Et en fait, c'est ce que je te racontais tout à l'heure, il y a eu un déclic quand même. Il y a eu, je me suis retrouvée du coup à Bordeaux dans mon studio d'étudiante. À l'époque, c'était Le Grand Journal, donc une émission assez connue. Et en fait, était dingue, qui était dingue, voilà. Enfin, moi, avec j'adorais. Michel Denisot, Exactement. Je regarde pas beaucoup la télé, mais j'aimais bien ce programme. Et en fait, ce jour-là, ils avaient pour invité une grande philosophe et sexologue qui s'appelle Thérèse Argot, qui est aujourd'hui très médiatisée et qui est très sophiste. Enfin, elle s'exprime extrêmement bien. C'est une très belle femme. Enfin, moi, je pense qu'il y a eu un transfert, il y a eu une projection, il y a eu quelque chose, quoi, vraiment. Elle est blonde aussi. Elle est blonde. Enfin, voilà, je sais pas. Il y a eu quelque chose, en tout cas. Je me suis vue en elle. Vraiment, comme quoi, il y a des personnes, oui, on a des représentations et je pense qu'il y a eu, oui, une projection. Et c'est surtout qu'en fait, c'est la première fois que j'entends, quand ils l'ont présenté, le mot sexologue. Ouais. Et donc là, il y a cette femme qui arrive. Elle est sexologue. Et en plus de ça, elle arrive avec un sujet qui est la pornographie. C'est une des premières à avoir tapé du poing sur la table en disant, mais on met le haut là, en vrai, non, c'est grave, enfin, il faut qu'on fasse des choses, etc. Et là, mais je suis restée scotchée. Je me suis dit, attends, mais ce qu'elle est en train de faire, mais je veux faire ça, en fait, moi. Je veux faire ça. En fait, elle accompagne des gens, donc elle a des sujets hyper intéressants. Elle accompagne les gens. Les gens vont mieux grâce à elle. Et en plus de ça, elle vient exprimer des sujets, qui m'intéressent, etc. Et donc là, vraiment, une petite graine a été plantée, mais vraiment. Et après, comme quoi, quand une petite graine, et c'est aussi la pensée créative, c'est-à-dire que de là, je pense que aussi mon chemin... Grand smile, je t'imagine devant ta télé. J'ai ma mission de vie. Ouais. Je me suis dit, attends, en fait, ça a vibré dans mon corps, quoi, avec un peu de recul maintenant, mais je me vois, hein, je me vois à ce moment-là, et je m'en souviendrai toute ma vie. Je pense qu'il s'est passé quelque chose dans mon corps, quoi. Et de là, en fait, et je remercie, mais justement, mon tempérament, ma curiosité, mon envie de tout a fait que j'ai commencé. Et mais tu sais pas ce que j'ai fait. Je suis allée acheter son bouquin, son tout premier bouquin, je l'ai lu, et après, j'ai regardé, et à un moment, il s'avère qu'elle était en conférence à La Roche-Posay, qui est pas si loin. Qu'est-ce que je fais? T'y vas. Je prends un train. Je vous passe les détails, mais en plus, le train tombe en panne. Je fais du stop. Je tombe sur un truc de grêlon avec ma valise, parce qu'après, j'avais un mec de l'époque à Nantes, donc j'avais tout goupillé, etc. J'arrive comme ça dans la salle de conférence. Et là, elle est face à moi, quoi. Et je me dis, OK, donc je bois ses paroles, son livre et tout. Après, je me dis, mais je vais pas m'arrêter là. J'attends la séance de dédicace. Et là, je monte son livre et je fais, je veux faire ce que vous faites. Oh, c'est trop beau. Mais vraiment. Donc, elle m'a dédicacée. Et là, il s'est passé un truc. Elle m'a dit, écoute, viens à Paris, prends un rendez-vous sur mon site. Je remets dans le contexte, elle était pas encore autant médiatisée. Ouais. Aujourd'hui, elle est beaucoup moins accessible, vraiment. Et c'est un fait par rapport à son agenda ou autre. Donc, c'était aussi l'époque à ce moment-là, quoi.
Et de ça, je suis allée à Paris. J'ai fait une formation avec elle et je l'ai aussi rencontrée personnellement pour dire, écoutez, moi, je veux faire ce que vous faites. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quoi? Et donc, de son expérience aussi, elle m'a conseillé, mais il n'y avait pas proprement d'études pour faire ça. Ça, c'est une première chose. Mais j'ai pas fait que ça. J'ai pris l'annuaire et j'ai appelé tous les sexologues de Bordeaux. J'ai écumé des refus, ils ont pas le temps, etc. Et je m'en souviendrai aussi. Il est décédé aujourd'hui. C'était un vieux monsieur, un docteur, j'ai même plus son prénom, mais sexologue aussi. Et je suis allée dans son cabinet et j'étais, parlez-moi de votre quotidien. Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre métier? Ah, mais faut mettre dans le contexte. Il n'y avait pas de ChatGPT et tout à l'époque. C'est-à-dire que moi, je glanais des informations comme je le Pour te pouvais. faire ta propre formation, en Mais fait. tout à fait. Et puis parce que c'est mon tempérament aussi. Ouais, t'es curieuse. Je suis curieuse, je suis culottée, mais un culot qui est bon. Voilà, je suis pas mal polée ni rien, mais j'étais là, je veux découvrir en fait. Voilà, ça passe par plein de choses et puis personne pourra le faire à ma place en Bien fait. sûr. Donc je l'ai rencontré. J'ai encore quelque chose de lui qui est un livre sur l'anatomie, etc., mais qui est poussiéreux. Enfin, mais voilà, c'est une des premières amulettes du début de ma vie, en tout cas de ces recherches. Donc il y a eu ça. Et puis, il y a eu, ces études en psycho où j'ai commencé à mettre un pied dedans. J'ai adoré certains cours, etc. Ce qui m'a plus chagrinée après, c'est le concept. Reprendre ses études à 28 ans, c'est pas facile. C'est courageux, hein, bravo. Franchement, il y a plein de petites choses qu'on sait pas, mais c'est payant, hein, en tant qu'adulte quand tu reprends tes études, c'est 1 000 € l'année. Moi, j'avais pas les moyens, je travaillais à côté, etc. Il y a plein de petites complexités, mais qui fait la beauté encore du parcours. du parcours. C'est que voilà. J'ai rencontré des super personnes qui sont aussi mes amies aujourd'hui. J'ai appris franchement des choses exceptionnelles. Mais moi, j'étais là, ouais, mais je veux faire de la sexo. Et puis en fait, c'est pas que j'ai pas le temps, mais je suis un rond, je rentre pas dans le carré. Donc, tu te fais ton propre parcours. L'éducation, enfin, plus on avance dans le temps, plus on a aussi des convictions. Et je me retrouvais pas dans plein de choses. Et on a un peu parlé de ça. Enfin, j'étais qu'à moitié alignée. Ouais. Et ça, jusqu'à là, et ça va arriver après, mais jusqu'à là, j'étais qu'à moitié. Et moi, j'arrive pas à moitié. Du moins, j'étais encore pas dans ma zone de génie. Et ça, c'est sans écumer le fait que on est un peu essoufflé et c'est pas facile de vivre tout ça. En fait, j'étais là, mince. En fait, est-ce qu'un jour un jour, je vais trouver mon langage? Est-ce qu'un jour, je vais tout ça? Ta place, ouais. Ma place, ouais. Parce que tout ça, là, je te parle de ça, mais en parallèle. En tant qu'individu, en tant que femme, en tant qu'être, en fait, c'est aussi pas facile parce que pas trouver sa place, du moins par le sentiment d'être toujours pas à l'étroit, mais voilà, quelque part où t'es qu'à moitié. Oui, devoir t'adapter aux situations. C'est ça. Et à ce moment-là de ta vie, quand tu faisais ta propre formation, qu'est-ce que ça t'a fait comprendre ou est-ce que tu as eu des déclics sur toi, ta sexualité, ton identité en tant que femme? Parce que d'interviewer des personnes, des sexothérapeutes, Thérèse Argot, est-ce que tu as eu des déclics sur toi? Je dirais que les déclics, ils ont été après. Là, j'étais encore dans, sans parler d'âge ni rien, je pense que j'étais dans qu'on appelle ça? J'étais dans une urgence aussi de trouver ma place, donc plus en tant qu'individu là. Donc je dirais qu'en parallèle, là, j'étais aussi dans la découverte, de mes sexualités, etc., des rencontres. Je mettais de la conscience dans aussi des événements moins joyeux que j'ai vécus. J'ai été aussi confrontée où je me suis dit, et de là part aussi mon indignation, où je me suis dit, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Après, en parallèle aussi, il y a eu plein de choses. Il y a eu le mouvement MeToo. Il y a eu plein de choses qui socialement ont aussi fait bouleverser. Donc, en même temps, en fait, il y a plusieurs choses en parallèle. C'est-à-dire qu'il y avait aussi mon évolution d'individu, de femme. Mais tout ça était, je pense que tout ça m'a amenée. Et c'est après, en fait, que j'ai pu conscientiser vraiment. Quand j'ai, en fait, été dans la place. J'étais là dans un champ expérimental un peu. Voilà. Mais en tout cas, ça m'a toujours guidée. Ces questions-là, ces questions sur le corps, la sexualité, j'avais une appétence. C'était mon langage. Je me sentais appréciée. J'étais appréciée dans ce moment-là. C'était un moment qui était pour moi autre que génital. Je passais un moment de connexion
avec moi, avec mon partenaire, mes partenaires, sérieux, moins sérieux, mais en tout cas, il y avait, un rapport qui je sentais et que j'observais différent. Pas mieux ou moins bien, chacun vivait. En tout cas, moi, je c'est pas que j'avais besoin de cohérence, mais je sentais que c'était ouais, il y avait un lien, il y avait quelque chose. Je vivais quelque chose dans mes sexualités, tu vois? Toujours ou c'est venu après? Je pense que c'est très tôt et ça, on pourrait interroger, mes partenaires parce que c'est des questions, c'est des sujets qui sont assez revenus en disant: «Écoute Louise, c'est vrai que, il y a un il y a une connexion». Enfin, la connexion était importante pour moi. C'était, je voyais un sens, j'y voyais un langage, en fait et c'est pour ça que le mot langage, il me parle, parce que je me sentais comprise et je me sentais, c'est pas que c'était simple, c'est pas le terme, mais dans mes moments intimes, charnels, sexuels ou autres, j'y voyais comme un langage. Mais j'y voyais aussi comme une part, je me suis affranchie de beaucoup de choses, en tant que femme notamment, de scripts et cetera. Je le suis pas totalement et je le décide ou non. Mais en tout cas, j'y mettais du sens dans ça. Pas toujours, hein. T'étais très connectée à ton corps. Ouais, je l'ai pas toujours été, mais le maximum. Mais parce que je pense que j'avais pas le choix. Moi, j'ai été plus sensibilisée et c'est surtout que je pense qu'il me restait pas grand-chose, mais mon corps et moi, ma sexualité, elle a été refuge, en fait, vu que c'était un langage. C'était quelque chose où j'ai compris, où en fait, c'était refuge. Moi, ça a été un refuge pour moi. C'était quelque chose qui me permettait ça me rassurait, quoi, tu vois? C'est assez particulier. Mais C'est rare. j'ai découvert mon plaisir très tôt. On le découvre très tôt, hein, d'ailleurs, hein, même dans le ventre de notre maman, on a du plaisir et le plaisir, les zones érogènes, slash notre plaisir, on le découvre très tôt. Et moi, je me souviens, petite anecdote, que quand on faisait la sieste en primaire, je sais même plus quel Ouais. âge on a, moi, qu'est-ce que je faisais? Bah, je me touchais. J'ai découvert cette zone qui me faisait du bien. On sait aussi qu'on sécrète de l'endorphine, ça me permettait pour la sieste de voilà, sans conscientiser que je me masturbais. Oui, parce qu'à cet âge-là, Non, mais en tout cas, j'ai souvenir que tôt, moi, je l'ai découvert et que j'étais bien et j'aimais ça et j'y retournais jusqu'à un moment où on m'a dit: «Touche pas ta zazette». Mais j'ai pas été, tu vois, ça m'a pas traumatisée ni rien. Donc de tout ça, voilà, il y avait, est-ce que c'est un lien ou pas? En tout cas, la découverte du plaisir, ouais, mais après c'est un plaisir sous toutes ses formes. Moi, je suis quelqu'un qui prône le plaisir sous toutes ses formes et plus tu mets du plaisir dans ta vie, plus tu as du plaisir, dans ta vie sexuelle, hein. c'est quoi le lien que tu pourrais faire tout à l'heure, tu m'as dit qu'en fait, tout était lié. Ouais, La sexualité, ça découle en fait de notre vie, ce que tu viens de tout dire à là. fait. Exactement. En fait, je pense sincèrement, enfin, nous sommes pas éduqués et on n'est pas sensibilisés de la bonne manière. C'est pour ça que je pense que très tôt, les questions de plaisir et désir devraient être, c'est philosophique, mais elles devraient être, initiées parce qu'en fait, nos sexualités, c'est pas une entité à part de nous, quelque chose qui serait en parallèle de nous. Je dis ça parce que moi, je l'entends beaucoup dans le cabinet où comme ça serait quelque chose de dissocié. Ça peut l'être, hein, par rapport à un blocage, trauma, et cetera. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, il y a cette notion, vu qu'on nous l'intègre pas, vu que c'est très tabou, vu qu'et cetera, et cetera, comment t'expliquer? Ça nous éloigne de nos sexualités. C'est-à-dire que faut les imaginer. Moi, je suis très image, je personnifie beaucoup et je suis très symbolique parce qu'en sexualité, c'est plus parlant. Mais il faut l'imaginer comme, enfin, faut la personnifier. Il faut imaginer que plus, si on s'intéresse pas à elle, si on lui pose pas de questions, si on la cultive pas, et cetera, elle est pas là, elle n'existe pas, on la rend pas vivante, d'accord? Donc il faut imaginer qu'elle fait partie de nous parce que c'est quelque chose qui est vivant, une sorte d'essence, c'est quelque chose qui est en nous. En fait, la sexualité, c'est une énergie. Nous sommes qu'énergie. Donc en fait, cette énergie-là nous compose. Faut plus s'imaginer comme ça. Elle est en nous, c'est une énergie. On a l'énergie sexuelle, ce qui découle après de tout. Mais en tout cas, c'est une énergie. Donc en fait, ça nous compose. Donc c'est pas à côté, l'énergie, elle est pas à côté. C'est en nous. Donc c'est pour ça que c'est important que, en fait, ça ne fait qu'un, hein. C'est pas quelque chose, on a ou on n'a pas. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de sexualité, on n'en a pas, hein. La Mmh. non-sexualité est une forme de sexualité, hein.
Il faut vraiment vraiment l'apercevoir comme vraiment quelque chose d'énergétique, hein. Comment ça, la non-sexualité est une sexualité? Bah, si on se dégage de ce que est la sexualité, qu'est-ce qu'on entend par sexualité? Là, on se dit ça, on a des scripts, on va être connotés. Je vous donne un exemple, mais souvent sexualité, peut être à référencer à une sexualité pénétrative. Oui. La non-sexualité est une forme de sexualité, tout dépend qu'est-ce qu'on y met. Ouais, le langage en fait que Ouais. tu lui mets, c'est pas que, Tout à fait. C'est pour ça que je suis pas pointilleuse, mais je trouve ça très important, la sémantique, en effet, les mots dans notre, langage, intime et sexuel. Parce que ça ancre et ça, connote et cetera, comme préliminaire. Préliminaire, ça serait le pré, donc avant quelque chose, et quand on a pré, qu'est-ce qu'on entend? C'est amoindri. Donc les préliminaires seraient moindres que la pénétration. ouais. Et ça, on se rend pas compte, mais indirectement, ça sacralise une pénétration, Bien sûr. ça ça amoindrit ce qui ferait qu'il y aurait comme une hiérarchie. C'est Et vrai. je te laisse imaginer la catastrophe que ça fait. C'est-à-dire que ça nous amène à devoir faire que la sexualité, que c'est ça. Donc tu vois, mais c'est subtil, hein. Mais je pense que transformer ou utiliser, et cetera, peut faire du bien aussi. Parce que il y a rien de neutre, hein. On n'est pas neutre, hein, dans nos sexualités, c'est très scripté au final. Oui, par rapport à notre inconscient, par rapport à ce Ah qu'on a ouais. vécu, par Les rapport représentations, bien tout, sûr et même par rapport à l'image qu'on a de nous. bien sûr. C'est pour Si on ça, se sent bien dans son corps, si on se sent pas bien, si on est bien à sûr. l'aise avec son Exactement. corps, si on est C'est pour ça que c'est nous, tu vois, cette énergie. Elle est fluctuante parce que c'est une énergie aussi, donc c'est ça la sexualité. C'est pour ça qu'on rencontre, qu'on se questionne, et cetera. Elle fait partie intégrante de nous. Et je pense que pourquoi on a du mal aussi, c'est parce que déjà, c'est se regarder. ouais. C'est se regarder, se poser des questions sur nos sexualités. C'est aussi se regarder. C'est OK. Est-ce que la sexualité que j'ai, déjà, est-ce qu'elle m'appartient? Est-ce qu'elle me convient, etc. En fait, c'est un travail, on dissèque, tu vois, vraiment, on vient vraiment, nous sommes scriptés, d'accord? On amène dans nos intimités ce que l'on connaît, etc. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de faire questionner. Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce que je veux pas garder? Et juste mettre de la conscience. L'idée, c'est pas de justement trop conscientiser quelque chose qui doit revenir dans nos corps. Et en revanche, mettre de la conscience, j'apprends rien, nous sommes ce que l'on mange, Mais etc. personne nous l'apprend en fait. Non, personne. Donc c'est-à-dire que Et c'est quand on a bien des dommage. schémas, Tout à fait. on s'en rend même pas compte. J'ai Exactement. rencontré tellement de femmes qui n'ont jamais eu d'orgasme ou très tardivement. Ouais. Tu te dis comment c'est possible? C'est un gros sujet, C'est un l'orgasme. très gros sujet, hein. Ouais, c'est un gros sujet parce que, il y a Comment beaucoup de ça vient? confusion. Ouais. Il y a beaucoup de confusion déjà autour de l'orgasme. L'orgasme, il faut savoir que c'est un état de transe, hein, OK? Donc un état de transe, on l'a pas aussi facilement. Ça, c'est sur le côté, psychologique, qu'est-ce qui se passe sur notre cerveau. De 2, physiologiquement, c'est un réflexe. L'orgasme est une réponse à un stimuli, d'accord? Et après, il y a tout l'aspect, je dirais, psychologique, symbolique, où l'orgasme, au-delà de demander, le mot lâcher prise est un peu galvaudé, mais on va dire, voilà, c'est un état de transe. Donc ça demande beaucoup. Ça demande la capacité de s'abandonner Complètement. complètement, mais tout en gardant. Ça demande beaucoup de choses. Donc d'une, c'est pas aussi facile que ça. Et de deux, il y a quelque chose qui fait beaucoup de mal, c'est que, je reviens sur préliminaire, et pénétration, c'est qu'en fait, l'orgasme, on en a fait tout un truc. En fait, phrase bateau, mais qui va vous parler, plus on veut l'obtenir, moins on l'obtient. Ouais. Voilà, mais tout est dit. Tout est dit, Tout est dit, c'est mais vrai. c'est plus complexe, mais tout est dit. Et aussi quelque chose qui me chagrine, c'est qu'au final, on tape beaucoup sur, les notions de performance, notamment chez les hommes et tout, mais la question de performance chez les femmes pour l'orgasme, mais elle est gigantesque aussi. Donc en fait, la performance, elle se joue partout. Et en fait,
encore une fois, plus on va vouloir, moins on l'obtiendra. Et moi, ça m'agace aussi parce que, en plus de ça, dans cette société, on fait l'apologie de l'orgasme. Mais qu'est-ce qu'on fait de la jouissance, quoi? Enfin, la Pour toi, c'est jouissance. 2 choses différentes? Mais ce sont 2 choses Tu différentes. peux l'expliquer? Ouais. La jouissance, c'est le chemin, c'est la phrase. L'orgasme, c'est le point. D'accord. Et on peut avoir on peut avoir juste un point et sans phrase. On peut avoir une phrase sans point. Moi, ce que j'adore, c'est pas du tout les mettre en contradiction, c'est les mêmes au même niveau. L'orgasme est tout aussi bon que la jouissance. Et la jouissance est tout aussi bon que l'orgasme, hein. En fait, c'est juste qu'on a, psychologiquement, il se passe quoi? C'est que l'orgasme, c'est l'aboutissement de quelque chose. Ouais. Mais je vous rappelle que l'orgasme, on l'appelle la petite mort, hein. C'est terrible. C'est-à-dire que la petite mort, il y a quelque chose qui s'éteint après. C'est vrai. La jouissance ne s'éteint pas. Et je trouve que dans la sexualité, l'idée c'est un moment suspendu. Pourquoi on le terminerait? Mais on cherche à le terminer. Donc on est quand même. Donc je trouve qu'il y a aussi toute cette notion d'apologie de l'orgasme, mais qui est merveilleusement bon, comme la pénétration. Pourquoi on aime autant ça? Connexion énergétique. On est l'un dans l'autre. Ça va plus loin. C'est vraiment. Mais ok. Donc on comprend que c'est bon, etc. Mais la jouissance, c'est un état, c'est jouir du moment présent. Et ce qui me chagrine du moins, c'est qu'en plus de ça, l'orgasme nous amène dans un futur, donc dans une On est déjà en train de penser, oui. donc c'est-à-dire performance, finalité, etc. Ce qui est aux antipodes de la sexualité. Aujourd'hui, on a du mal parce que nous sommes dans notre mental et qu'on est dans la projection, on est dans la performance, on est dans il faut que, etc. Ce qui nous éloigne de l'instant présent, de nos ressentis corporels, etc. Et où se passe et uniquement la sexualité. Dans l'instant. Elle se passe pas dans le futur. Elle se passe dans l'instant présent. C'est vrai, mais je m'en rends compte et en effet, ces femmes-là qui en fait, du coup, comme elles n'arrivent pas à avoir un orgasme, Ouais. quand on t'écoute, non, mais c'est OK, c'est pas grave. Mais c'est ça, en fait, c'est que c'est pas grave. Et du coup, ça va encore plus bloquer. Tout à fait. Et alors après, ça c'est sur cet aspect-là. Après, il y a l'aspect, là c'est vraiment de la sexothérapie et c'est hyper intéressant parce que j'en accompagne beaucoup des femmes, hein. C'est vraiment un sujet. Mais donc il y a tout ce pan-là et après il y a le pan psychologique où ça parle ou ça parle pas, mais on observe aussi une grande maîtrise. Ce sont des personnes qui ont une difficulté à être dans leur corps et qui sont plus dans leur tête, donc maîtrise. Il y a parfois aussi le rapport entre guillemets à la maman, c'est-à-dire que si, imaginons, j'ai entendu ma mère jouir, avoir un orgasme, pardon, Ouais. je peux avoir dans mon inconscient emmagasiné une sorte de moi je ne peux pas être en capacité, c'est réservé à ma mère, une sorte de loyauté inconsciente, et donc je peux pas m'autoriser. Plus le fait que peut-être le dégoût qui fait que on n'a pas envie d'entendre un parent, etc. Et de ça, psychologiquement, pourrait bloquer, amener une croyance, etc. Donc il y a plusieurs pans. Et après, il y a vraiment le pan symbolique, que l'orgasme, c'est le berceau de nos émotions. D'ailleurs, il y a des super études qui montrent ça. On voit à un moment tout un visage par toutes les émotions qu'on passe. Il y a énormément de colère, il y a tout. Et donc, c'est pas que ça nécessite, mais en fait, faut imaginer, en fait, il y a quelque chose de l'ordre de, un peu du mystique, hein, dans l'orgasme. Parce que, d'où la maîtrise. Pardon Louise, tu parles orgasme, que ce soit féminin ou masculin, des deux, ou là, c'est plus féminin? Plus féminin. Plus féminin. Ouais. Parce que l'orgasme masculin, il va se jouer sur l'éjaculation. Bien sûr qu'on sait que ça passe par plusieurs émotions, mais là je parlais uniquement du féminin. Ouais, c'est pas les mêmes choses, il se passe pas exactement la même chose. Mais l'orgasme, c'est un stimuli aussi, mais c'est pas la même chose pour les hommes, ouais, en effet. C'est une autre circonférence de comment ça se passe. Donc oui, c'est l'orgasme féminin en effet. Et donc voilà, donc il y a l'aspect symbolique aussi avec tout ce que ça représente et notamment ce côté un petit peu d'abandon de soi, c'est-à-dire qui je suis et qu'est-ce que je dois montrer. Quand on interroge beaucoup de femmes, il y a plein d'études très intéressantes. Il y a une peur, hein. Il y a une peur, je sais pas qui je suis, j'ai trop peur. En fait, il y a une sorte de basculement, quoi. Vu que c'est un état de transe, je ne sais pas. Et pour les personnes qui
qui contrôle et maîtrise beaucoup, bah, je vous laisse imaginer, je sais pas, c'est hyper compliqué. Parce que je ne maîtrise pas. Mmh. Voilà. Pour avoir une sexualité épanouie, c'est important de savoir qui on est. Alors oui, oui, mais moi j'ai tendance aussi à déculpabiliser. Ouais. C'est-à-dire comme par exemple, en fait une femme qui se masturbe pas, qui se touche pas, qui se caresse pas, en fait, il faut pas enfin tu vois, vraiment, je me suis rendu compte aussi, c'est de déculpabiliser au maximum. En fait, Mmh. pour avoir une sexualité dite et moi je parlerais plus maintenant, je l'ai beaucoup employé au début ça, je dirais plus satisfaisante qu'épanouie. Parce qu'en fait, c'est tellement plus complexe que ça, c'est plutôt est-ce qu'en fait, est-ce que je prends du plaisir et en fait, est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me plaît? En fait, c'est plus ça. En plus, on sait que Plutôt c'est que de se neurologique. forcer. Ah bah ouais, ah Ouais, bah jamais. bien sûr. C'est pas l'idée, mais vraiment, en fait, il y a tellement de culpabilité dans la sexualité, notamment chez les femmes. C'est-à-dire? On observe que dès que sexualité, il y a culpabilité, comme s'il y a quelque chose où on ne pourrait pas s'autoriser, et cetera. Et donc la culpabilité, c'est une émotion qui vient parasiter, directement, bah, le désir et l'énergie. En fait, l'énergie sexuelle, faut l'imaginer comme un jet d'eau. Un jet d'eau, Oui, si si on on le le tord, ouais, l'eau ne c'est circule plus. ouais. Bah, c'est pareil avec les émotions. En fait, la culpabilité, elle vient Mais tordre comment l'énergie. ça, les femmes, on se sent plus coupables? Bah, parce que ça, historiquement, quand tu reviens, bah, notamment avec la découverte, enfin, il faut savoir qu'avant, une femme qui avait du plaisir, elle était brûlée vive quand même, enfin, tu Avec vois? les excisions et cetera en Afrique, Voilà, avec, la découverte, qu'on connaît, en fait, depuis très longtemps, qui est, le clitoris, l'organe de plaisir chez la femme. Bah, parce que depuis la nuit des temps, une femme qui prend du plaisir, c'est soit une sorcière, ouais. soit, une prostituée, soit enfin, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une connotation au plaisir, et à la femme sexuelle et désirante, du moins qui l'assume et qui le vit, qui est dérangeante. La femme, doit clairement et puis après il y a la lutte, des pouvoirs, enfin pour mieux maîtriser la femme. Enfin, on sait pas le monde du patriarcat, Mmh. mais ça laisse des traces en fait Bien sûr. et c'est très récent, enfin et c'est encore d'actualité. Donc en fait, le plaisir de la femme pendant très, très longtemps, il a été sous cloche. Enfin, c'est l'exemple même, c'est oui, le clitoris quoi. Enfin, il a été mentionné en 2013. Avant, il n'était pas mentionné dans les livres d'SVT, c'est-à-dire qu'il n'existait pas. Parce que pourquoi? Parce que organe dédié uniquement au plaisir. Donc, ouh là là, ça pourrait faire voilà, et puis uniquement dédié au plaisir, pas à la reproduction, tu comprends? Ah ouais, c'est En 2013, voilà, on ouais. en est là. Donc il y a quand Les même gens une sont notion, gênés, en fait, avec tout ça, hein. Ça gêne, ouais, ouais, ça mais gêne, ça dérange ça dérange, hein? et puis parce que c'est les marques même, d'un mécanisme de pouvoir et de domination par les hommes aussi. Parce que avoir du plaisir, que les femmes aient ça et pas les hommes et cetera, enfin ouais, c'est l'exemple même. Donc en fait, le plaisir des femmes a été, dominé et l'est encore, dans plein de choses. Enfin, c'est très complexe. Donc tout ça, en fait, faut le prendre en considération. C'est dans nos cellules, en fait, hein. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. C'est Beh là, ouais, c'est en nous. Faut le conscientiser tout pour à s'en fait, libérer, tout sinon à fait. Et les choses, évoluent, changent avec il y a eu tellement enfin, socialement parlant et sociétalement parlant, il y a beaucoup de choses aussi, mais en fait, on ne peut pas et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces sujets-là aussi et c'est ce que j'ai appris aussi, quand je me suis formée, c'est que la sexualité, elle est primordiale, il faut toujours la recontextualiser du pays où on est. Enfin, c'est ouais. hyper politique la sexualité, hein. Donc moi, je sais, on ne peut pas on ne peut pas faire nos métiers, sans être engagé. Enfin, c'est un Bien sûr. engagement, c'est C'est un ta engagement. mission, quoi. Mais oui, c'est un engagement. Et au début, j'étais: «Oh, mais en fait si, En fait, on tu peut vas à pas». fond, tu vas pas. C'est Mais simple. bien sûr et puis c'est politique, donc c'est des sujets, qui sont, touchy et on peut pas faire semblant en fait. Quand tu dis c'est politique, c'est-à-dire? Bah, c'est politique parce que c'est controversé, et ça ressort de tous ces sujets-là, enfin des sujets, du patriarcat, des classes, de tout en fait. C'est très chargé la sexualité, donc c'est aussi pour ça que c'est très tabou. C'est que c'est complexe, c'est très complexe. C'est comme la politique, c'est comme la religion en fait. C'est que ça émane de beaucoup de choses, ça dit beaucoup de choses de nous. C'est très clivant comme sujet, c'est dire quelque chose de nous. Nos sexualités, elles sont très loin d'être neutres.
Mais c'est passionnant. Moi, ce que j'invite, c'est surtout à mettre de la conscience. C'est pas à ci ou ça, c'est mettre de la conscience, que plus on est conscient, plus on peut être actrice et acteur de nos sexualités. C'est comme tout. Ça veut pas dire maîtriser. Ça veut dire on est conscient. Enfin, avec conscience, en fait. Et avec toutes les particules que ça amène, parce que l'être humain est un être complexe, ambivalent, etc. Et donc, c'est un sujet... Moi, ce que j'aime, c'est ça aussi. J'aurais dû dire ça après. J'aime la nuance et j'aime l'ambivalence. J'aime la complexité. Ouais, moi, si c'est neutre, si c'est noir ou blanc, et tout, ça ne m'intéresse pas. C'est la complexité qui m'intéresse. Dans la complexité, on ressort tellement de choses. La sexualité, il n'y a pas plus complexe. C'est vrai. Pourquoi, notamment le sujet du fantasme, pourquoi je fantasme ça, mais dans la vraie vie, je veux pas du tout le faire. Tout est ambivalence. Oui, par exemple ça, comment tu l'expliques? Le fantasme, c'est un sujet exceptionnel que j'adore. C'est un sujet... En fait, le fantasme, c'est pas la réalité. Et en fait, souvent, voilà. D'ailleurs, le fantasme est très controversé. Le fantasme est le seul espace où il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de morale, hein. Dans la réalité, il y a de la morale. Il n'y a pas de limite. C'est pour ça qu'il y a des fantasmes, je vais peut-être choquer, hein, mais le fantasme, pas numéro 1, mais un des fantasmes très fréquents, notamment chez les femmes, c'est de se faire violer. Hein. C'est un fantasme, encore une fois. Parce que quand on entend fantasme, on entend en mode « Ah, le fantasme classique du plan A3, etc. » Ouais. Le fantasme est une zone libre où il n'y a ni morale, ni jugement, rien. Donc, je te laisse imaginer, c'est un peu nos rêves fois 1000. C'est qu'il se passe plein de trucs. Ça ne veut pas dire que je fantasme d'être violée, que je veux dans la réalité. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Fantasme, réalité. Au milieu, il y a 1000 filtres. Sinon, on serait tous en train de se bouffer les... Enfin, vous voyez, c'est le jeu, le moi, le surmoi, etc. Il y a une multitude des filtres qui fait que dans la réalité, je ne veux pas, je ne peux pas, c'est pas moral, etc. Ok? C'est deux choses différentes. Et warning aussi, où un fantasme, on n'est pas obligé de l'assouvir. Un fantasme assouvi est un fantasme transgressé. On transgresse quelque chose. Et c'est un fantasme pourri. Et d'ailleurs, quand on interroge les gens, ils sont là, mais j'aurais jamais dû, ou c'était naze. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un fantasme est exceptionnel, ou qui est juste, qui dit quelque chose sans s'alarmer? Il est fou. Ce qui est génial, c'est ce qu'on en fait. Oui, on idéalise quelque chose. Voilà. On en fait tout un... Tout à fait. Mais la réalité, et d'ailleurs la plupart des gens sont là, sont déçus. Elles sont déçues parce que dans la réalité, il y a une multitude de filtres qui font que c'est moins bien. Et le propre du fantasme, c'est cette création imaginaire. Le fantasme est primordial pour notre réalité, d'accord? En revanche, il y a un gap. Ce que l'on fantasme n'est pas du tout la réalité. Ce que l'on a envie dans un fantasme n'est pas du tout, voilà. Et un fantasme n'est pas obligé, et je conseille de ne pas transgresser un fantasme. Ça reste de l'ordre du fantasme. C'est ce qui est trop beau. Et d'ailleurs, un fantasme réalisé n'est plus un fantasme. Bien sûr. Mais c'est un vaste monde, et nos fantasmes interrogent. En fait, c'est une zone libre. Donc, pas de panique, c'est plutôt qu'est-ce que ça interroge? En fait, c'est que ça vient interroger justement toutes les questions du réel où on ne peut pas. Bah oui. Comme les rêves. Est-ce que ça a un sens, les rêves, parfois? Non, Enfin, non, mais ça en dit tellement. ça en dit long. Mais on est là, mais le fantasme, c'est pareil. C'est que c'est une... On n'est pas... La réalité n'est pas forcément libre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On est scripté par beaucoup de choses. Règles. Le fantasme, non. Donc, c'est On hyper s'autorise important. tout. Voilà. C'est un espace qui permet de questionner tout ce que là, on ne peut pas, là. Donc, vous voyez la différence. C'est vraiment très scindé, hein. Mais, enfin, c'est même une question physique. Moi, je trouve ça génial. On parle de liberté. Il y a encore, faudrait repenser, mais cette zone de libre expression est une zone libre. Enfin, c'est magnifique quand même. Enfin, moi, je trouve quand on y pense, elle est perturbante, mais justement, elle lui vient, c'est une sorte de zone d'expérimentation. Ça veut pas dire qu'on le fait. Héloïse, pour revenir à ta pratique, les gens, ils viennent te voir pourquoi? Si tu devais résumer les principales... sujets. Ouais. Les grands sujets. Les grands sujets.
Pour les couples, c'est suite à une infidélité, vaste sujet, des problèmes de communication, de dialogue, comment apprendre à bien communiquer. Voilà, on se comprend pas, ou il ou elle, si on prend un couple hétéro, pense comme ça, et cetera. Après, si je peux vraiment, les couples homosexuels rencontrent et vice versa, hein. Ouais. Ça n'a pas grand-chose au genre. Heu, la réciprocité du désir, les différences d'intimité, de désir, d'envie, de besoin, les bouleversements, mais ils viennent pas parce qu'ils ont conscience, bon, qu'à moitié, mais d'une d'une qu'on appelle ça, d'un couple parental. Quand un enfant arrive et Ça tout ce que bouleverse ça tout. bouleverse. J'accompagne des couples aussi, dans leur ouverture de couple. Ça demande, c'est très structuré, hein. Un Ouais, couple libre, tu veux ouais, dire? un couple qui souhaite ouvrir un nouveau couple, qui est le couple libre. Parce que couple, c'est C'est à 2 un statut, mmh, c'est à 3, 3? le couple. C'est A, B, C. C, c'est le couple. Donc on est 3. D'accord! Donc si on ouvre, on est 4. Waouh, OK. Ouais. Tu aussi vers ça? J'accompagne et je permets au couple de structurer. C'est-à-dire le couple initial et le couple ouvert. Donc on va travailler sur le couple initial parce que une ouverture de couple, et c'est ce qu'on ne pense pas, mais c'est le couple initial, tout est au profit du couple initial. L'idée qu'on se fait du couple ouvert, c'est je pars de là et je vais à l'extérieur. Non, c'est l'inverse. C'est que le couple extérieur nourrit mon couple intérieur, mon couple initial. Ça, c'est que c'est primordial. C'est vraiment, ouais. Sinon, c'est pas la porte ouverte à n'importe quoi, chacun, etc. Mais nuance, parce que moi, j'ai aussi l'inverse, que il y a des gros questionnements sur les insécurités, etc. En fait, c'est pas à prendre à la légère, quoi. Il y a Ouais. beaucoup de choses à structurer. Ah, et Ça tu structure. aussi ça? Ouais, j'accompagne les couples à entre guillemets créer leur contrat imaginaire de couple ouvert. Ils ont le couple initial et le couple ouvert, donc on travaille sur les 2, mais je vais les aider à structurer, cette 4e Cette personne. nouvelle, Ouais. et d'un point de vue sexuel, les femmes que tu accompagnes? Et donc ça, c'était pour les couples. Pour les femmes, le sujet numéro 1. Alors, ça fait écho à quand j'ai commencé du coup, à exercer. Je me suis confrontée, en plus de la révolte que j'avais par rapport au sujet, plus mes expériences, et cetera, au nombre incalculable, d'abus qu'il peut y avoir. Ouais. Et là, je me suis dit, dès la première année, je me suis dit: «Mais en fait, comment je vais faire, quoi?» Enfin, Parce que tu trouvais c'était qu'il y avait beaucoup d'abus dans les femmes qui venaient te voir? mais pour avoir fait, et c'est le terme est pas bien pris, mais je fais attention à chaque fois de poser la question, que ça m'arrive dans des groupes de femmes, et cetera, de poser la question, ou dans le travail qu'on fait, sur 10 femmes, vous avez 8 femmes sur 10 qui ont déjà vécu une agression, sexuelle, un viol ou autre. Donc Est-ce que tu peux les chiffres expliquer, sont alarmants. pour ceux qui connaissent pas vraiment, qui savent pas trop, qui connaissent pas ce sujet en détail, Ouais, un abus pour toi, ça veut dire quoi? un Qu'on se abus rende compte parce que souvent on se ouais, rend pas compte qu'on a été abusé. ouais, un abus, sexuel, il englobe plusieurs choses. Un abus, il englobe l'agression sexuelle, le viol, l'inceste. C'est, vraiment, l'ensemble, dans abuser, voilà, c'est quelque chose qui n'est, pas respecté, enfin, dans abus. Donc ça englobe l'abus psychologique aussi, enfin voilà, quelque chose, de l'ordre de l'emprise, et cetera. Et ça, moi, la première année, je me suis dit: «Comment je vais faire, quoi?» Je suis pas assez formée, je me vois pas laisser toutes ces personnes sur le carreau. De 3, ça vient me réveiller quelque chose, une indignation, et en fait, je crois que mon cheval de Troie, je l'ai trouvé. C'est-à-dire que, allez, on va, il faut. Donc je me suis spécialisée dans les abus D'accord. avec un processus qui s'appelle j'ai perdu son prénom, à Paris.
ça va me revenir, et qui s'appelle le schéma de résilience. Donc c'est tout un travail psychologique / corporel, parce que le trauma se passe dans le corps aussi. Donc souvent on n'a pas conscience. on travaille beaucoup sur et c'est très bien, hein, mais en fait dans toute forme d'abus, et en fait dans toute mon approche, moi j'ai un gros travail corporel et qui est exceptionnel. Donc voilà, donc ça c'est la première année parce que sujet quand même numéro 1, qui était pas forcément identifié tout de suite, hein. Toute personne ne vient pas forcément, voilà, c'est passé ça dans ma Et vie. c'est dur de se rendre compte. Bien sûr. Mais les sujets numéro 1, beaucoup de souffrance, de dyspareunie, de vaginisme, donc voilà, de douleur, voilà, de difficulté à rencontrer l'orgasme, et beaucoup, hein, ce que j'observe chez les femmes, c'est qu'en fait, derrière une demande, il y a tellement de choses camouflées. Ouais. C'est l'épuisement, en fait, et tout ce que ça engendre sur nos sexualités, c'est-à-dire, voilà, le stress, l'anxiété, et puis, Oui, c'est lourd en fait, c'est pas que ça. bah non, ouais, en fait, Ça découle de c'est beaucoup ça. de choses. C'est plutôt, voilà, en fait, elles viennent pour quelque chose, mais derrière, il y a une demande autre. Et la sexualité, rappelez-vous, c'est une énergie. Si je n'ai plus d'énergie vitale, d'ailleurs, oui, de libido de vie, d'ailleurs, c'est l'indicateur premier quand on rencontre on passe une phase mélancolique / dépressive. L'indicateur premier, c'est une perte de libido, donc une perte de goût à la vie, donc d'énergie vitale, donc d'énergie sexuelle. Rappelez-vous, nous sommes énergie. Donc si mon énergie vitale, hein, ce qui fait que je me réveille le matin, j'en ai plus, je peux pas avoir d'énergie sexuelle. Donc voilà, il y a beaucoup de le gros sujet, le stress. Et puis c'est pas qu'il y a quelque chose qui me chagrine, mais c'est vrai que les femmes viennent et se positionnent en sujet où c'est moi le problème dans le couple, quoi. Ouais, elles se culpabilisent. Bah, plus facilement, les femmes viennent, et en fait, c'est pas des demandes personnelles. Je me rends compte qu'il y a un réel travail, plus de couple. Et ça, mais c'est 90% de mon travail, quoi. Et ça, je suis révoltée parce qu'il y a un travail. Et franchement, c'est pas pour, c'est pas une histoire de féminisme ou pas. On l'est tous. C'est une histoire de conscience, quoi. Là, voilà, c'est du mieux vivre ensemble, en fait, quoi. Et les gens, ils viennent te voir 1 fois, 2 fois? Tu les suis régulièrement? Bah, ça dépend des problématiques, ça dépend, ça peut être bref, parfois, vous savez. Parfois, il faut juste un déclic, hein? Ouais, et c'est ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a beaucoup de, il faut beaucoup rassurer, il y a beaucoup de: «Est-ce que c'est normal?» quoi, j'entends ça. Bah oui. Ouais, et parfois ça peut être juste un déclic, parfois ça peut être même pas juste, je vais même pas mettre le mot juste parce que ça minimiserait. Parfois une écoute. Et ça change beaucoup de choses. Vraiment. Une écoute attentive, un soutien, un regard, voilà, en fait. Oui, se sentir comprise, Ouais. vue, écoutée. Vous êtes pas toute seule, vous êtes pas tout seul. C'est normal que vous ressentiez ça. Ouais. C'est hyper important parce que, rappelez-vous, c'est des sujets où il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de honte, etc. Donc il faut remettre dans le contexte, il y a des personnes qui viennent me livrer, m'offrir, moi j'appelle, quelque chose de l'ordre de l'exceptionnel, en fait. Donc il se livre à toi. Ouais, c'est ça, donc c'est important. Il y a une confiance derrière qui est... Ouais. Enfin, du moins, moi, je le perçois de mes 6 ans d'expérience, je le perçois toujours comme... je les remercie, en fait, hein. C'est quand même... c'est pas anodin. Et puis, voilà, c'est des sujets où... voilà, il y a un fort héritage, il peut y avoir plein de choses, donc c'est pas donné à tout le monde, c'est pas forcément notre langage, c'est pas facile, hein. C'est déjà pas facile d'aller aussi se faire accompagner, être aidé, donc parler aussi d'intimité, etc. Voilà, quoi. Donc c'est toujours j'ai beaucoup de gratitude, hein, de faire ce métier-là aussi, vraiment. Est-ce que pour toi, on est obligé de se sentir super bien dans son corps pour avoir pour se sentir libéré sexuellement? Parce qu'il y a tellement de femmes qui sont complexées. Ouais.
J'ai envie de dire oui et non. En fait, je pense que la question, elle se pose pas ici. Moi, ce que je voudrais d'abord voir, c'est en fait que vous soyez bien dans vos corps avant toute chose. C'est même pas pour faire de la sexualité ou avoir. Moi, il y a quelque chose sur lequel je change aussi la sémantique. C'est par exemple, on va pas dire faire l'amour ou faire de la sexualité, on va être. On va être sexualité. Bah oui, parce qu'on est nous. Ouais, voilà. C'est plutôt cultiver l'être que le faire. En fait, l'action de faire, mais c'est l'être, quoi. Plus je vais être dans mon être, plus je vais être dans cette énergie, en fait. Plus je vais être moi. Donc le rapport au corps, j'ai envie de dire, il est primordial, en fait, pour vivre, pour et j'ai envie de dire et c'est plus complexe que ça parce que je rencontre des femmes qui leur problématique n'est pas forcément corporelle, c'est-à-dire que c'est pas ce qui en ressort qu'elles se sentent bien ou pas bien dans leur corps. En revanche, elles ont une croyance profonde sur des. Donc en fait, je dis pas que c'est pas étroitement lié parce qu'on fait l'amour avec nos corps, mais rappelez-vous, je parle de nos corps parce qu'on a plusieurs corps. On a le corps physique, on a le corps émotionnel, on a le corps énergétique, on a le corps spirituel. Enfin, en fait, on en a plein de corps. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas l'un sans l'autre. Enfin, aimez-vous et appréciez-vous et acceptez-vous, etc. Même pas que pour la sexualité. Voilà. Et pareil pour la sexualité, tu vois, c'est des sujets, bien sûr, qui s'entreboîtent, mais je dirais que ça veut pas dire qu'on est bien dans notre corps, qu'on est bien dans notre sexualité. C'est pas aussi simple, ouais. Non, c'est pas aussi simple. Mais plus on se sent bien entièrement, voilà, plus ça englobe. je dirais plus on va être conscient, plus on va pouvoir démêler. S'il y a, s'il y a blocage ou autre, plus on va mettre de la conscience, de la confiance, de la sécurité, etc. Plus on va pouvoir, en effet, alors avoir une relation sympathique, en fait, mais avec soi et donc aussi la sexualité, quoi. Et après, c'est tout ce que ça englobe aussi. Enfin, c'est pas obligatoire, en fait. C'est ce dont j'ai besoin. C'est pour ça que je déculpabilise beaucoup parce que moi, parfois, j'ai aussi des accompagnés qui sont là, mais il faut. Mais moi, la question que je leur pose, c'est mais Est-ce que qu'est-ce t'as que envie vous voulez, quoi? Enfin, on s'en fout de Pierre-Paul Jacques qui fasse ça. Enfin, Oui, c'est toi. parce qu'en fait, c'est le gros problème, quoi. C'est que il y a beaucoup de comparaisons, etc. Mais en fait, on s'en fout. Bah oui, Ce qui est notamment avec les films pornographiques. Tout à fait. On approche de la fin. Oui. Le fait que tu sois sexothérapeute, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie personnelle? Est-ce que tu te sens plus libérée, sexuellement parlant? Est-ce que c'est comme avant? Qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé beaucoup de choses en plein de points. Déjà, ça fait écho avec mon parcours, c'est que j'ai trouvé ma voix. J'ai trouvé mon langage. Genre, je me souviendrai toute ma vie, quand j'ai fait ma formation de sexothérapie avec Alain Héril, j'ai posé mes fesses sur la chaise et j'étais là, je suis au bon endroit. J'aurais pu passer mes journées entières, mes nuits entières à étudier. Alors que rappelez-vous, je suis un rond qui ne rentre pas dans un carré. J'aurais pu, mais c'est-à-dire que où la vie était une lutte, où c'était compliqué, là, tout s'alignait. J'étais mais je comprends tout. Enfin, vraiment, faut imaginer comme dans les films où tu sais les équations, ça va vite, tout était limpide. J'étais dans ma zone de génie, quoi. Et donc ça, c'est hyper fort. Parce que ça fait écho sur ce qu'on disait aussi. Et je crois que je me suis sentie, j'ai eu confiance. Enfin, du moins, j'ai commencé à avoir confiance. J'ai commencé à me dire toutes les croyances qu'on peut emmagasiner, c'est-à-dire, de toute façon, je suis qu'une merde, j'y arriverai peut-être pas. En fait, je me suis dit, en fait, non, je crois que je suis, voilà, etc. Et puis parce qu'après, c'est un livre ouvert, quoi. On a ouvert la boîte de Pandore. Donc on est là. Puis après, il y a quand tu montes ton cabinet, etc., où tu vois du premier accompagné à maintenant tous les accompagnés. Enfin, tu vois toute l'évolution. Et encore, ça, c'est très difficile parce que nous, on a la tête dedans et parfois, faut regarder, c'est plutôt l'entourage. Et tout ce que tu construis et les retours aussi où tu sens quand même que, enfin, voilà, les gens font pas que pour te faire plaisir. C'est vraiment, t'es dans un zone de génie. Ça se sent. Et même toi, ça se sent. C'est un truc corporel, etc. Donc, déjà, sur l'aspect individuel,
ça m'a permis, je crois, en quelque sorte, de me connaître, de prendre confiance, une certaine confiance, de découvrir, voilà, une partie de moi, etc. De m'ancrer dans qu'est-ce que je veux faire, de me donner aussi, je crois, un but dans ma vie, une sorte de sens, une mission. Donc, ouais, ok, je vais aller vers ça, ça va être ma ligne directrice. Ça m'a permis aussi en tant que une sorte de légitimité aussi. Je pense assez personnel, mais voilà, d'accéder à ça, parce que j'avais aussi, j'ai eu des croyances en mode peut-être que j'y arriverai jamais, d'accéder aussi à quelque chose, en fait, je peux le faire, quoi. Enfin, Et ouais, une bien. sorte de, et de fierté peut-être aussi, faut le dire, ouais, de fierté d'accéder, même si on n'est jamais presque content, syndrome de l'imposteur, etc. Mais une sorte de fierté, en fait. Waouh, quand même, j'en suis là, j'ai fait ça, etc. Ouais, quand même, tu vois. Mais c'est même en parlant là, je fais ouais. Bah ouais. Donc quand même, dans ma sexualité, je t'avoue, non, je crois juste que c'est genre un petit check avec moi-même en disant, tu vois, sujet que peut-être que personne peut, mais toi, t'en as fait un truc. Tu sais, un peu en mode, ouais, tu vois, on peut faire, on peut trouver. Donc une sorte de petite, un petit truc où tu vois, ça m'a mené quelque part en fait. Tout ça, moi, ça fait sens, c'est mon chemin, quoi. Une sorte de petite voix interne en mode. Donc ça, et après c'est plus vis-à-vis des autres. Je peux pas le cacher, genre. Oui, enfin, ce que je sais, ce que je ne sais pas, quand tu dis que tu es sexothérapeute, il y a déjà Une image qui se une fait, image qui se fait, bien qui est sûr. exceptionnelle. Enfin, franchement, je suis, à chaque fois, les gens sont là, oh, j'ai jamais, ce qui ressort le plus, c'est j'ai jamais rencontré de Tu veux dire tes sexothérapeute. partenaires ou tes relations en général? Mes relations en général, après mes partenaires, oui. Alors après, ça a pu, cultiver, nourrir un fantasme, parce que ça aussi, et c'est un autre sujet, mais qui est passionnant. Je suis une sexothérapeute femme. J'ai des consoeurs et des confrères, des collègues qui sont hommes et qui ne rencontrent pas du tout les mêmes problématiques que moi. Il y a un côté, moins cool, c'est que moi, par exemple, je dois réfléchir à comment je m'habille pour mes consultes. Un homme n'y pensera jamais. Mais ça, vous voyez? Enfin, en fait, parce que l'image d'une femme dans l'inconscient collectif, l'image d'une femme sexothérapeute, c'est genre une déesse du cul. Non mais vraiment, mais il faut le dire. Enfin, moi, à combien de fois on m'a tapé la tête taper dans le enfin, pour façon de Ah bah parler, mais en mode: oui. «Ah mais si tu dois parler de cul toute la journée, c'est que t'aimes ça». Rien à voir. Et donc moi, maintenant que j'ai un peu une étoffe, je suis là: «Non, j'accompagne des gens, qui ont vécu des viols, des agressions», et là, ça les calme Ça direct. calme, Mon ouais. métier n'est pas que, c'est que ça crée des fantasmes, et ça crée, Bien et sûr. parce que cette personne qui me dit ça, hyper intéressant, j'ai envie de lui dire: «Mais qu'est-ce que ça génère chez toi, Chez en toi. fait?» Et donc mais moi j'ai pas, voilà, donc j'y vais. Et parce que c'est de la gêne, et puis parce que tout cet inconscient collectif, voilà, donc je suis une femme sexothérapeute, tout de suite. Rien à voir. Je suis Ouais. un être humain, je rencontre les mêmes soucis Mais que tout les le gens, ils monde. font vite des raccourcis, en Mais fait. mais C'est un bien peu sûr, limité, oui, c'est c'est limité. complètement. Est-ce que j'étais au courant que j'allais? Oui et non, et en vrai, j'ai pas envie de passer, enfin mon devoir et ma mission est tellement plus grande, et en fait, c'est de l'ignorance, Mais c'est de la complètement. bêtise, tu vois ce que je Oui. veux dire? C'est des gens qui ne savent pas, et d'ailleurs, ils ne savent pas ce que je fais. Je vous invite à venir dans nos cabinets et voir ce qu'on fait. Non, on n'est pas en train de parler: «Alors comment vous l'apprenez?» Mais Ouais, pas pas du du tout. tout. On est sur un travail psychologique, on accompagne les gens, enfin, mais créer du fantasme, moi ça m'amuse, maintenant ça m'amuse. Je peux pas dire que ça a pas un impact, hein, moi les nombres de coups de fil que j'ai avec des hommes, notamment qui se branlent et qui prennent pas Mais un tu rendez-vous, mais plaisantes? non, et ça on en parle beaucoup. Il y a plein de posts Instagram qui sont hyper intéressants. Bien sûr que non, mais bien sûr que non. En fait, il y a une sorte de libre, mais non, Oui, est-ce que c'est une tu réalité. deviens un fantasme, en fait. Ils pensent limite que tu es une actrice porno, Ouais, quoi. mais oui, mais bien sûr, il y a Parce que ça, ouais, c'est mais c'est vrai, il les y a ignorants, la il y a des fous partout, Ah hein. voilà. Mais en fait, c'est l'ouverture, mais ce que j'ai envie de dire, enfin, il y a rien de nouveau, mais notre métier, il est exposé. On le minimise, mais en fait, c'est quelque chose de quotidien. Et donc tout ça, ça a des impacts en fait, hein, c'est en plus du fait que nous travaillons avec l'humain, et cetera. Mais bien sûr, c'est une réalité. Je me souviens plus, on m'avait posé la question, en effet, ou la désillusion que vous avez, et il y en a eu plein dans ce métier. Mais ça m'appartient, mais je sais pas, j'ai une sorte de hauteur où c'est Tu te l'ignorance, la détaches, bêtise. ouais. Je Tu me le prends détache, plus mais je peux perso. pas dire que ça ne m'atteint pas. Ouais, F bien sûr. Enfin, je vous laisse imaginer, vous avez des coups de fil où derrière, il y a un mec qui est en train de se branler.
franchement, et dans quel métier, voilà, notre métier, il est exposé aux violences sexuelles. T'as déjà porté plainte pour ça ou? J'ai pas porté plainte pour cela. En revanche, on en parle beaucoup. Moi, je suis suivie psychologiquement, mais j'ai aussi des interventions, enfin pas des interludes non plus, des supervisions. Enfin voilà, on est accompagné. Tu lâches. Mais par contre, c'est un sujet et c'est hyper intéressant et je trouve que nos métiers sont pas assez préservés. En final, on encadre, on fait de la pédagogie, des personnes qui sont eux-mêmes agressées et nous-mêmes, on a des agressions. Enfin, voyez la systémie des choses, quoi. Nous sommes, enfin, c'est pour vous montrer à quel point c'est loin, quoi. Le monde est cruel, hein. Le monde, les gens souffrent, hein, donc. Mais nous sommes nous-mêmes agressés. Enfin, c'est vrai que c'est complexe. Et je peux pas nier cette part-là. C'est pour ça que voilà, Dis-le, on t'a écouté. Ouais, c'est important. C'est important. Respectez-la, son travail. Ouais, travail, l'individu, tout simplement, quoi. Enfin. Donc et ça c'est pas anodin parce que je pense que derrière l'inconscient aussi collectif, il y a de toute façon, c'est leur métier donc mais nous vivons des agressions au final, enfin ça reste des agressions, hein. Donc et j'ai envie de dire non, mais même pas, on est si doublement exposés en plus quoi. Donc et en plus toi qui as une forte présence sur les réseaux avec ton podcast La Minute Sexe, t'as encore plus une explosion à... Ouais, alors franchement sur ça j'ai pas trop de j'ai vraiment une communauté, enfin des gens très bienveillants. C'est moins sur les réseaux. Ouais. Enfin, il y en mais a. Comment ils te connaissent les gens? Tout circule vite. Ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai que sur ça, Tu vois, moi j'ai mis un post en disant que je cherchais une sexologue. Direct, on m'a parlé de toi. Ouais. Plusieurs personnes différentes sur Insta. Tu vois? Donc ça va très vite en fait l'information. Oui, en plus on est dans une petite ville et tout à fait. Et en même temps, ça a aussi du bon. Moi, c'est comme ça aussi que j'ai pu faire des super rencontres, des opportunités. Et puis après, c'est aussi comme ça que ta réputation, etc., grandit. Mais en fait, ça fait vraiment écho à je pense, j'essaie de rester dans mon centre. J'essaie de je te cache pas que c'est un métier qui enfin, de toute façon, le métier de thérapeute, c'est un métier qui est inconfortable. Moi, je me souviens quand j'ai été formée, on m'a dit: «Franchement, si vous cherchez du confortable ou de la stabilité, ne faites pas ce métier-là». Et ça fait écho un peu à tout mon parcours de vie, c'est que j'ai trouvé du confort dans l'instabilité, dans l'inconfortable, dans la complexité. Donc en fait, ce métier-là, voilà, oui, En fait, bien tu sûr. réveilles aussi les gens, je pense. Dans l'inconscient, tu fais bouger les choses. Je l'espère. Après, ouais, je l'espère. Ça réveille. Ouais, c'est ça, éveiller, mettre des petites graines, mais avec toute mon humilité. Mais je pense qu'on a beaucoup de force en nous et je pense que on est capable quand on est dans nos zones de génie et le collectif et la parole et l'écoute, en fait, qui pour moi sont primordiales, en fait, mais qui sont pas si évidentes. On peut faire beaucoup, en fait. Et moi, j'ai trouvé, en tout cas, quelque chose qui me nourrit, où j'y vois du sens, où ça remplit l'aide, mais ça m'aide aussi, hein, faut pas croire. Avancer, mais tu fais pas ça pour rien. La thérapie, on est nous-mêmes patients dans... Et tu peux pas en arriver là, accompagner les autres si toi-même, t'as pas aussi bien travaillé sur toi, Tout à fait. compris beaucoup de choses sur toi. Puis c'est en permanence. Ça évolue tout le temps. Ouais. Louise, si t'avais un dernier message à adresser, quel qu'il soit, aux personnes qui t'écoutent. C'est un dernier message, c'est si ça fait sens avec... Déjà, je voudrais vraiment dédramatiser, en fait. Se faire accompagner, c'est possible et vraiment, en fait, d'être... de pas attendre, de pas se dire que ça arrive qu'à moi ou autre. Enfin, on peut se faire accompagner vraiment de manière douce, etc. Et qu'en fait, ces questions, elles sont légitimes. Toutes les questions qu'on peut avoir, en fait, d'être le plus doux possible et d'en fait, encore une fois, se déculpabiliser. La culpabilité et la sexualité, ça va pas ensemble. C'est vraiment de se déculpabiliser sur ces sujets-là et d'être à l'écoute de son intuition, de qu'est-ce que mon corps me dit. Et si on rencontre des difficultés ou si on se dit, tiens, mais de ne pas hésiter d'aller se faire accompagner parce que... Sinon, on bloque, en fait. Ouais. Et puis que ce monde-là aussi, je tiens à le dire parce que lorsqu'il y a eu justement trauma, il est possible, il y a des réparations possibles. En fait,
c'est tout un monde. En fait, c'est le parcours de résilience, donc ça va même plus loin. C'est aussi, voilà, la résilience, c'est comment face à ces événements de vie, je vais pouvoir retrouver et trouver du beau malgré l'horreur ou ce que j'ai pu vivre. Est-ce que c'est possible? Ouais, et je pense que la sexualité, ce que l'on oublie, nos sexualités, elles se trouvent dans l'empathie, le beau, la contemplation, euh, l'art. Les formes de sexualité se trouvent partout. Sortez-vous de l'idée que la sexualité n'est qu'un rapport coït. Non, la sexualité est partout où on veut la voir. C'est une énergie. Donc, mais vraiment. Ce n'est pas que non, dans les organes sexuels, non. quoi. C'est ça, c'est une énergie. C'est ce qu'on va voir, dégager ce que l'on veut voir. Un bras est un bras. Si l'intention du bras, on le sexualise, on y met une intention, tout peut être. Donc en fait, vraiment, et ça nous permet aussi de sortir de ce qu'on connaît, etc. Et ouais, intéressez-vous. Et même si ça dérange, qu'est-ce que ça dit? Enfin, voilà, c'est un sujet qui est passionnant. Après, ouais, vraiment, je trouve que c'est dès qu'on commence à creuser, après, le champ des possibles. C'est le champ des possibles, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, Louise? Plein de choses. Ce qu'on peut me souhaiter, là, on en parlait un petit peu avant. J'ai envie de continuer à émaner ma mission, c'est-à-dire voilà, d'aller. Ce que je souhaiterais, c'est vraiment de pouvoir, qu'on appelle ça, pouvoir m'approprier les sujets et ensuite venir vraiment faire de la pédagogie. Voilà, je voudrais vraiment, je m'espère pouvoir aller partager, rencontrer davantage du public, etc. Sortir aussi un peu de mon cabinet que je fais déjà, mais vraiment continuer cette mission qui me tient à cœur et continuer à émaner et à aider au final comme je peux le faire vraiment. Et que ça puisse vraiment rayonner, quoi. Voilà, et que ça puisse faire du bien, que ça puisse faire écho, que ça puisse aider et le plus loin possible, quoi. Voilà, et au plus profond possible chaque personne. Ça serait quelque chose qu'on peut me souhaiter. En fait, je trouve que tu désacralises vraiment la sexualité et un tabou devient en fait quelque chose de hyper accessible et facile à vivre quand on t'écoute. Ça fait du bien. Même moi, ça m'a fait vachement de bien en fait de t'écouter parce qu'en fait, c'est normal. Ça devrait être comme tu vas faire ton sport. Bah oui, il y a la partie sexuelle en fait, c'est juste normal. Ouais, tout à fait. Normaliser tout ça. Ouais. C'est enlever toutes les barrières qu'on a dans la tête. Normaliser, déculpabiliser. Voilà, vraiment et venir. Être. Ouais, tout à fait. Cultiver l'être plus que le faire. Nous sommes dans une société du faire. Le faire s'arrête, l'être ne s'arrête pas. Donc cultivons nos êtres et soyez voilà, être l'amour, être sexualité en fait. C'est le mot est plus important que faire. Ouais. Faire nous résume, l'être nous résume pas, quoi. Être. Ouais. Soyons nous-mêmes. C'est vivons-le. Être sexualité. Merci Louise. Merci à toi. C'était un nouvel épisode de mon podcast Je me suis trouvée. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Et si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, à liker mon épisode. Tu peux aussi mettre un commentaire, je serais ravie de voir ce que t'en as pensé. Et tu peux le partager à tous tes potes. Pour rappel, je fais du coaching, j'aide les gens à dépasser toutes leurs peurs et toutes leurs croyances pour retrouver confiance en eux.